D'autant plus que les puissances occidentales vont être travaillées par un sentiment de culpabilité. Hein, et l'ampleur de la Shoah, on l'appelle aussi comme ça, va renforcer ce sentiment. Déjà, le mouvement sioniste se posait la question en 1942, lors d'une conférence internationale du mouvement, et en disant qui peut garantir que ce qui nous arrive en ce moment avec le nazisme et la répression des Juifs ne se reproduira pas. C'est ce que disait Ben Gourion, un dirigeant sioniste. Il n'y a qu'une sauvegarde, une patrie, un État. Et ça, c'est en 1946-47, c'est un argument fort dans l'opinion publique internationale. Tout le monde ignore les Palestiniens, on ne savait même pas que ça existait, la plupart des gens. Les dirigeants arabes, d'autre part, vont boycotter les instances internationales qui vont parler de la Palestine. Si bien que les commissions d'enquête internationale, eh bien, n'entendront qu'un son de cloche, même s'il y a des gens qui sont pour, des organisations qui sont pour un rapprochement entre les Juifs et les Arabes en Palestine. Mais c'est un mouvement qui est très minoritaire. Et la Grande-Bretagne va passer la main et va tout faire pour arrêter son mandat et quitter la terre de Palestine. Elle va le faire sur pression du mouvement sioniste, certes, mais aussi des États-Unis, qui veulent absolument pénétrer au Proche-Orient. Et le mouvement sioniste, encore à cette époque-là, ne se prive pas pour agresser les Britanniques avec ses milices. Il y a des attentats, d'ailleurs de l'Irgun, dont je parlais tout à l'heure, une milice qui était dirigée à l'époque par Menahem Begin, qui deviendra Premier ministre israélien par la suite. C'était le chef d'un groupe terroriste qui faisait des attentats contre les Palestiniens et contre les Anglais, avec le fameux attentat contre l'hôtel King David à Jérusalem, où siégeait l'état-major et l'administration anglaise en Palestine. Donc, en plus de ça, le mouvement sioniste va utiliser les réfugiés, ceux qui sont arrivés des autres pays, comme en faisant pression sur la communauté internationale. Et finalement, il y a trois éléments qui vont favoriser leur dessein, leur ambition. La tragédie de ces clandestins qui sont venus en Palestine alors qu'ils n'avaient pas le droit, entre guillemets, d'y venir, que tout le monde se rejette. Vous avez peut-être entendu parler du bateau qui s'appelait Exodus, il y a eu un film là-dessus, hein, qui explique cette situation. D'autre part, c'est la réussite, entre guillemets encore, de la colonisation en Palestine, parce qu'avec les capitaux qu'avait le mouvement sioniste, effectivement, ils ont pu développer, généraliser des kibbutz, investir dans le réseau routier et autres. Et donc ça incite à penser que, effectivement, la colonisation, eh bien, ça réussit, notamment dans le domaine économique. Et ensuite, c'est la visite des camps de la mort qui vont... il va y avoir vraiment un sentiment de soutien au mouvement sioniste à cette époque-là. L'Organisation des Nations Unies, le 29 novembre 1947, adopte une résolution qui définit un nouveau partage de la Palestine. Le territoire de la Palestine, vous l'avez vu, la Palestine mandataire, peut-être que c'est possible de rejeter sur la carte. Et donc, l'ONU décide qu'un État juif sera créé sur 56% du territoire palestinien. Donc, 56% pour un État juif. Alors que la population ne représente que 30%. Et puis un État arabe, à côté, sur les 44% qui restent. C'est-à-dire, déjà, on fait une partition en privant les Palestiniens de la totalité de leur territoire.
et pour Jérusalem, un régime de tutelle internationale, Jérusalem et les lieux saints. Et alors ce plan va provoquer une nouvelle guerre, mais là, les forces juives s'emparent de la plupart des villes arabes du territoire de la Palestine mandataire, et 400 000 Palestiniens sont tout de suite expulsés du territoire prévu pour un juif. On peut dire que le plan de partage est mort. Le 14 mai 1948, date importante, la déclaration de l'indépendance d'Israël. Mais dans cette déclaration de l'indépendance, eh bien, on oublie la création d'un État arabe. Je ne sais plus où on en est dans le... Là, on est là-dedans, en fait. Non, non, mais par rapport au texte du PowerPoint. Donc là, voilà, on est à l'ANACOA de 48. D'accord, c'est bon, ça va. Donc, la déclaration d'indépendance, mais ils déclarent qu'ils sont indépendants, mais ils oublient qu'il doit y avoir un État arabe. Ils oublient, entre guillemets, bien entendu. Et à côté, cette déclaration donc, est suivie de l'intervention armée de la Jordanie, de l'Égypte, d'autres pays arabes. Mais le roi Abdallah de Jordanie, lui, ce qui compte pour lui, c'est récupérer le territoire de la Palestine, qui est de l'État arabe, qui a été accordé par l'ONU, c'est ce qu'il veut. Et les autres États arabes, l'Égypte en particulier, et aussi la Syrie, ne veulent pas le laisser faire. C'est-à-dire que la Jordanie, la Transjordanie, on l'appelait comme ça à l'époque, s'agrandissent avec cet État arabe prévu. Donc il y a cette guerre, mais évidemment il y a une supériorité de l'État, donc maintenant de l'État d'Israël, puisqu'ils se sont déclarés indépendants. Et pour les Palestiniens, c'est le drame, la catastrophe, c'est la Nakba. C'est 7 à 800 000 Palestiniens qui sont expulsés et qui vont se réfugier. Alors, dans les pays tout à l'heure, Youssef a montré tous les réfugiés qu'il y avait à l'extérieur des frontières de la Palestine, mais il y aura des réfugiés aussi qui vont quitter le territoire qui est prévu pour l'État juif, qui vont se réfugier dans l'actuelle Cisjordanie, mais aussi dans tous les autres pays environnants, et principalement en Jordanie. Alors, le bilan de cette première guerre, c'est que un tiers de la superficie du territoire prévu par l'ONU pour l'État juif, plus d'un tiers, et la surface de l'État juif, prévue, est augmentée de plus du tiers. Ce qui reste du territoire prévu pour l'État arabe, c'est l'actuelle Cisjordanie, vous voyez, ce qui est en jaune sur la carte, et Gaza, est sous le contrôle de l'Égypte, à cette époque-là, on est en 49, 48 ans. Ça représente en gros 22% de la Palestine historique. Donc la Cisjordanie et Gaza, ça fait uniquement 22% de l'ensemble de la Palestine. Et le reste, c'est Israël. Alors, on peut dire que déjà, il y a des mythes qui sont remis en cause. Le mythe de l'État israélien, frêle, faible. En fait, ils ont dominé militairement les armées arabes qui s'étaient liguées contre lui. Ils ont repoussé, ils ont occupé les villes, ils ont battu les dirigeants, les armées arabes, dont notamment l'armée jordanienne qui était la plus puissante à l'époque, qui s'appelait la Légion arabe, a été battue par les troupes israéliennes, même s'il y avait, ils n'ont pas pu avancer, même s'il y avait un accord entre les dirigeants israéliens et le roi Abdallah, qui, pour que la Jordanie ne pénètre pas sur le territoire israélien, et reste à la frontière.
Ensuite, alors, donc c'est un mythe qui s'effondre. On a dit aussi les Palestiniens sont partis, mais parce qu'ils ne pouvaient pas s'entendre avec les Juifs, parce qu'ils ont bien voulu et ils comptaient revenir tout de suite après. C'est pas vrai, on les a chassés. On les a chassés et on en a massacré aussi énormément. Hein, et le fameux, il y a toujours un exemple qu'on prend, mais ce n'est pas le seul, c'est le massacre du village de Deir Yassin, où les troupes israéliennes, les milices israéliennes ont pénétré et ont massacré 120 habitants de ce village. Il faut savoir aussi que 400 villages palestiniens ont été soit détruits, soit chassés, vidés de ses habitants palestiniens et occupés par des colons d'Israël. Donc voilà ce que l'on peut dire sur les mythes. De même, la volonté de paix d'Israël, c'est du ventre, c'est pas possible, c'est pas vrai. Israël ne veut pas la paix, on voit comment il se comporte. Alors, un peu plus tard, en 1949, pourtant, Israël va ratifier, va donner son accord à un protocole de l'ONU en mai 1949, et là il s'agit d'un nouveau partage, ce qu'on appelle la ligne verte, voilà. Mais dès le lendemain, alors dans ce protocole, il faut reconnaître le droit à l'existence d'un État arabe, Israël dit d'accord. Il faut reconnaître le droit au retour des réfugiés palestiniens, mais Israël dit d'accord. Et il faut le droit à l'existence d'Israël, donc c'était contenu dans ce protocole. Alors, Israël ratifie cet accord, mais dès le lendemain, elle est admise à l'ONU. Et donc Israël devient membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies, ce qu'il voulait. Mais le surlendemain, on commence déjà à saper les accords qui ont été dans cette résolution de l'ONU, dans ce protocole du 12 mai 1949. Et par exemple, il est hors de question pour Israël maintenant de reconnaître le droit au retour des Palestiniens. Mais voilà, ce sont les pratiques d'Israël à cette période-là qui ne vous surprendront pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1950, il y avait 1 million de personnes de confession juive en Israël et 130 000 Palestiniens. Je parle de l'Israël qui vient des accords que l'on a, enfin des accords, de la résolution de l'ONU dont on a parlé. En Cisjordanie et à Gaza, cela faisait 1 140 000 habitants, dont 470 000 réfugiés. Donc vous voyez, c'était à peu près équivalent comme population. 1956, c'est la crise de Suez, je n'insiste pas, c'est la deuxième guerre israélo-arabe à propos du canal de Suez que le président égyptien Nasser va nationaliser, et la France, l'Angleterre et Israël attaquent l'Égypte. Israël en profite pour occuper Gaza, le Sinaï, mais va le restituer sur pression des États-Unis et de l'Union soviétique peu de temps après. 1959, la résistance palestinienne va s'organiser symboliquement. Elle existait, mais elle était très faible. J'avais dit que les Palestiniens avaient disparu de la scène politique. Là, c'est la création, la naissance du Fatah, qui est une organisation nationaliste et laïque. Fatah, qui est dirigée par Yasser Arafat. En 1964, c'est la création de l'OLP, de l'Organisation de libération de la Palestine, qui est créée sur décision de la Ligue arabe. Les pays arabes décident de créer l'OLP. En fait,
s'ils ont fait ça, c'est parce qu'ils pensaient qu'avec la création de l'OLP, ça allait mettre un peu en sourdine, ou en tout cas en difficulté, le Fatah. Mais en fait, c'est le contraire qui s'est produit, parce que est apparue une nouvelle génération de militants palestiniens, d'intellectuels palestiniens. Par exemple, Yasser Arafat était le président des étudiants palestiniens entre 52 et 56, et finalement, cela a débouché sur l'organisation du Fatah, qui est devenue une organisation solide, puissante, avec une branche armée, et qui a commencé à organiser des interventions sur le territoire israélien. D'autre part, l'OLP qui va être créée va être aux prises avec les tensions qu'il y a entre les différents pays arabes et au sein du mouvement palestinien. Mais les combattants du Fatah, avec notamment les Fedaïm, cela va représenter un espoir, notamment pour la jeunesse palestinienne. En 1966, le Fatah va s'élargir, l'OLP va s'élargir, l'Organisation de libération de la Palestine, avec différents mouvements. Vous voyez, le FPLP, c'est le Front populaire de libération de la Palestine, qui est une organisation nationaliste de tendance marxiste, et le Front démocratique de libération de la Palestine, FDLP, qui est plus sur des positions marxistes-léninistes, dirons-nous, mais c'était une organisation de résistance palestinienne. Et des organisations de la société civile qui vont rejoindre l'OLP. En fait, la division, comme j'ai dit tout à l'heure, en 3 zones, on va la voir dans une carte un peu plus détaillée. Ici, c'est un peu plus clair. Donc, la zone verte foncée, c'est la zone A et B. La zone A représente 18%. C'est une zone administrée par les Palestiniens, et la police qui gère la sécurité est une police palestinienne. La zone B, 21%, l'administration est palestinienne, mais les militaires israéliens gèrent la sécurité. Donc ce qui fait administrativement géré par les Palestiniens, 18 et 21, ça fait 39%, ce sont les taches vertes foncées qu'on voit à l'intérieur. Ce qui est en vert clair, c'est la zone C. Et la zone C, en fait, c'est la seule zone où il y a une continuité territoriale. Et donc, cette zone-là, en plus, elle contient les ressources en eau de la Cisjordanie. Le combat de l'eau là-bas, dans une zone où il n'y a pas énormément d'eau, c'est un combat essentiel. Et il y a aussi l'essentiel des territoires agricoles, donc de l'économie palestinienne dans cette zone-là. Pourtant, près de 80% des habitants sont palestiniens, le reste, ce sont des colons, ils représentent 700 000 uniquement. Et donc, cette zone-là, la zone C, en fait, qui est la plus intéressante de tout point de vue, c'est une zone qui est gérée à 100% par les Israéliens, que ce soit au niveau administratif ou au niveau militaire. Donc c'est pour dire en fait que pour les Palestiniens, suite aux accords d'Oslo, parce que c'est les accords d'Oslo qui ont divisé la Cisjordanie de cette manière-là, ils ont un grand sentiment de frustration quant à ces accords-là. En plus de ce découpage, il y a énormément d'entraves à la circulation des Palestiniens. Donc, il y a à peu près 700 barrages routiers, des points de contrôle, des talus, des points. Il y a les bulldozers qui viennent, des fois tout simplement, il faut un talus avec de la terre pour boucher une route, et la route n'est plus praticable. Il y a aussi 400 km de routes complètement interdites aux Palestiniens. Des routes qu'ils ne peuvent pas pratiquer, c'est uniquement pour les Israéliens, ça sera évoqué tout à l'heure dans la question de l'apartheid. Ainsi que toutes les routes militaires, mais aussi les routes qui sont à l'intérieur des colonies, ça va de soi, et puis l'histoire de ce mur qui divise la Cisjordanie.
Ce qui complique encore plus les choses, c'est cette zone-là, qui normalement, elle devait faire partie en fait de la zone C, qui est rayée en violet. C'est une zone que l'armée israélienne a déclarée comme une zone importante pour l'armée, pour la sécurité d'Israël. Et on voit très bien, en fait, c'est cette zone-là qui constitue les frontières avec la Jordanie. En fait, tout simplement pour empêcher les Palestiniens d'avoir un lien direct via une frontière avec la Jordanie ou avec n'importe quel autre pays. On voit avec Gaza, ils font la même chose avec l'Égypte. Voilà. Donc ça, c'est la division de... pardon? Ils sont complètement encerclés par... Oui, tout à fait, c'est complètement encerclé. Et justement, en fait, l'histoire de créer des îlots ou des tâches de cette manière-là, qui sont de manière régulière grignotées par les colonies, c'est pour absorber, en fait, à la longue, toute la Cisjordanie. D'ailleurs, toutes ces zones-là, qui étaient avant à l'intérieur de la ligne verte, qui étaient, selon la loi internationale palestinienne, les zones en violet, en fait, ce sont des colonies qui ont été annexées de manière officielle. Parce qu'il y a les colonies officielles qui ont été annexées, tout ce qu'il y a ici en violet ou en orange, qui sont des colonies en construction, mais vous avez aussi tous les points qu'on voit un peu partout, sous forme de triangle, qui sont des points de colonisation. Voilà, donc en fait, ça nous fait un territoire complètement morcelé en Cisjordanie. Oups, j'ai sauté une... Voilà. Je voudrais faire un point uniquement sur Jérusalem. On parle souvent de Jérusalem Est, Jérusalem Ouest. En fait, depuis l'armistice de 1949, Jérusalem Est est la capitale du futur État palestinien. Donc on voit la ligne verte, la fameuse, qui découpe la ville de Jérusalem en deux. Jérusalem Ouest pour les Israéliens et Jérusalem Est pour les Palestiniens. On a en fait deux municipalités, celle de Jérusalem Ouest et celle de Jérusalem Est, mais celle de Jérusalem Est n'a aucun pouvoir. Il y a un gars qui s'appelle Al-Hosseini, qui est ici, il a une fonction de maire de Jérusalem-Est, mais il n'a absolument pas un seul pouvoir, en fait, même donner un permis de construction, même déplacer le moindre mur, etc. Tout se fait par la municipalité israélienne. En plus, l'agrandissement, en fait, on voit en plusieurs zones, donc vous avez en violet foncé, violet clair, etc. Et tout autour, la ville de Jérusalem, gérée par les Israéliens, est en train de s'agrandir pour créer en fait une grande métropole gérée par la municipalité israélienne, ce qu'on appelle Jérusalem métropolitain. Il y a d'ailleurs des projets en fait de construction des trams, d'ailleurs la SNCF française était trempée là-dedans, en fait, que finalement, sous la pression du boycott, s'est retirée. De ces projets-là. La colonisation dans cette zone-là, en fait, et dans toute la Cisjordanie, est une colonisation galopante. On donne très facilement aux colons extrémistes des permis pour créer des zones ou des foyers de colonisation. En ce qui concerne la partie est de Jérusalem, où il y a l'essentiel de la population arabe ici, en fait, ils n'ont pas le statut de citoyens israéliens, ils ont le statut d'un résident, et ce statut-là peut être révoqué à n'importe quel moment. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, vous avez vu Salah Hamoui, l'avocat franco-palestinien, et lui, en fait, il fait partie de ces gens-là à qui on a retiré le statut de résident, et maintenant il se trouve coincé à l'étranger, il ne peut pas rentrer chez lui. Donc, c'est ce qui nous amène aux enterrements, du coup, de facto, des accords d'Oslo. Oui, alors je parlais tout à l'heure d'un attentat à Hébron, mais il y en a un qui est aussi qui a été sous le feu de l'actualité et de la presse en 1995, c'est l'assassinat d'Yitzhak Rabin. C'était le premier ministre israélien
israélien à l'époque, qui a été assassiné par un extrémiste ultra-orthodoxe juif. Donc ça a provoqué un choc, évidemment. En 2000, il y a ce qu'on a appelé le sommet de Camp David, mais là, ça ne se fait pas avec les Palestiniens, c'est surtout avec l'Égypte. Et Israël va revendiquer une nouvelle fois une autre partie de la Cisjordanie. Ils veulent l'ensemble de la ville de Jérusalem et que l'on supprime le droit au retour. Le droit au retour, on pourra en rediscuter tout à l'heure, c'est extrêmement important pour les Palestiniens. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tous les Palestiniens qui sont réfugiés à l'extérieur de leur ancien pays vont revenir, mais qu'ils aient la possibilité d'y revenir ou bien, selon les accords de l'ONU sur cette question-là, d'être indemnisés pour ce qu'ils ont perdu dans leur pays, dans leur ancienne localité. En septembre, Ariel Sharon, qui est grand chef de l'armée israélienne, qui est un provocateur né, investit l'esplanade des mosquées. C'est un lieu saint qui est connu à Jérusalem. Et là, c'est géré par les Arabes, hein, les lieux saints, et notamment par la Jordanie à un moment. Ils pénètrent sur l'esplanade des mosquées avec des militaires, ils fanfaronnent. Alors là, ça a été la goutte d'eau qui va déclencher une nouvelle intifada. Ariel Sharon, qui est un provocateur, à Jérusalem, moi je l'ai vu de mes propres yeux, dans l'artère principale, la Via Dolorosa à Jérusalem, vous avez un immeuble qui passe d'un côté et de l'autre de la rue. Et c'est en territoire, Jérusalem-Est, c'est aux Palestiniens. Hein. Et alors, à chaque fenêtre, vous avez un drapeau israélien. C'était une maison d'Ariel Sharon. Pour vous dire un peu le personnage de cette. Et donc là, nouvelle intifada, les Palestiniens se révoltent. Certes, la première, elle était non armée. Celle-là, elle va être à la fois non armée et armée. Il y aura des organisations, l'organisation de manifestations pacifiques, mais il y aura aussi des coups d'organisations palestiniennes qui vont se battre militairement contre l'armée israélienne. L'armée, évidemment, israélienne réagit et envahit toutes les villes de la zone A, toutes les principales villes de la Cisjordanie. Répression violente, 3500 personnes vont être tuées et il y aura des massacres à Jénine, qui est une ville du nord de la Cisjordanie, à Naplouse aussi. On va assassiner des dirigeants palestiniens et on va mettre en prison bon nombre de combattants et de civils dans les prisons israéliennes qui sont abominables. Et on va détruire aussi des maisons d'habitation des Palestiniens. Alors, évidemment, ça va provoquer le développement d'attentats palestiniens en Israël. Ce qui complique énormément les choses, c'est le blocus qui a été mentionné tout à l'heure, qui est un blocus maritime, aérien et terrestre. Au niveau de la mer, les accords d'Oslo, que les Israéliens et les Palestiniens ont signés, prévoient 20 km d'espace maritime. Là, maintenant, il n'y a que 3 km. Et qui est utilisé par les pêcheurs qui nous trouvent, on a vu des reportages sur les pêcheurs, il n'y a pas, en fait, dans ces zones-là, assez de pêche pour permettre de vivre. Juste une petite parenthèse, dans la plupart des pays du monde, les 3 km, c'est la zone de baignade, en fait. Hein. Et c'est uniquement cette zone-là qui reste aux Palestiniens. Côté terrestre, vous avez cette partie en noir, en fait, qui est une muraille, une double muraille en fer
qui sépare les Palestiniens du reste de Gaza, du reste du territoire de la Palestine historique. Vous avez ce qui est en rouge ici, c'est une bande militaire, une zone militaire, donc ça va de 100 à 300 mètres à peu près, où il est absolument interdit de s'aventurer. Donc on peut en fait être tué si jamais on s'approche dans ces zones-là. La zone qui est encore au-delà, qui est en rose clair ici, et où se trouvent la plupart des terrains agricoles dans la bande de Gaza, c'est aussi une zone qui est à risque, parce qu'on peut se faire tirer dessus aussi pour une raison ou une autre, n'importe, mais c'est une zone aussi dangereuse. Bien. Côté égyptien, donc c'est pour dire en fait qu'il n'y a aucune ouverture. Côté égyptien, il y a une première barrière qui existait là, ce qu'on appelle la route ou le couloir Philadelphie, et il a été, depuis quelques années, il a été agrandi côté égyptien avec une deuxième muraille, donc ça fait un couloir en fait dans lequel les patrouilles avant israéliennes jusqu'à 2005, et depuis 2005, après la sortie des Israéliens et le démantèlement des colonies, ce sont des patrouilles égyptiennes qui gèrent cette zone-là. Donc, il reste comme ouverture sur le monde quelques points de passage. Avant, il y en avait plusieurs qui ont été fermés après le démantèlement des colonies. Il reste en fait au nord ce qu'on appelle le point d'Erez, le passage d'Erez, qui permet aux ouvriers palestiniens d'aller travailler en Israël. Au sud, ici, c'est Kerem Abu Salem en arabe, ou Kerem Shalom en hébreu, qui est un passage pour permettre aux camions de ravitaillement d'entrer dans la bande de Gaza, et un passage, c'est le seul qui n'est pas avec Israël, avec l'Égypte, c'est le passage de Rafah, et ce passage-là, en fait, il est utilisé quelques heures par semaine, uniquement pour le passage des étudiants qui vont partir étudier à l'étranger ou des malades qui vont se faire soigner. C'est au compte-gouttes, sous contrôle égyptien et israélien à la fois. Donc, en 2005, on a vu que Ariel Sharon a démantelé les colonies, il s'est désengagé de la bande de Gaza. Il y avait 20 000 colons qui ont été ramenés en Israël. On a vu que la victoire du Hamas a provoqué ce blocus-là, qui a été en fait imposé par les Israéliens, mais aussi validé par les chancelleries occidentales, parce qu'ils ne veulent pas d'une zone gouvernée par un régime de frères musulmans. Et donc, et ça a donné aussi, donc, par la suite, 3 offensives israéliennes contre la bande de Gaza en 2008, 2012, 2014, et donc en fait, tous les 2-3 ans, il y a une agression avec plusieurs centaines, plusieurs milliers de morts. Voilà. En 2018, c'est-à-dire quand il n'y a pas la possibilité de sortir dans les conditions qu'on connaît, quand il n'y a pas de possibilité d'avoir des contacts avec le monde, de pouvoir en fait aller étudier, travailler librement, etc. Dans ces conditions-là, une partie de la jeunesse palestinienne a décidé de manifester de manière complètement pacifique. C'était en 2018 avec la grande marche du retour qui a donné les chiffres tout à l'heure mentionnés par François. Et là, je voudrais vous montrer en fait juste le mur qui entoure la bande de Gaza. C'est une très belle construction qui fait 140 000 tonnes de fer et d'acier. Elle a coûté à l'État israélien 1,1 milliard de $, plus de 6 mètres de haut sur terre, en barbelés métalliques, mais aussi il y a plusieurs mètres qu'on ne connaît pas en fait combien exactement, sous-sol, pour empêcher la construction de tunnels par les Palestiniens, qui sont en fait équipés par des capteurs qui révèlent le moindre mouvement. Il y a aussi des centaines de caméras et de radars un peu partout, mais il y a surtout les fameuses tours dont on voit un exemple ici. En fait, ce sont des tours qui sont munies en haut
par des armes automatiques, et ces armes sont commandées à distance. C'est-à-dire, en haut des tours, il n'y a pas de soldat israélien qui tire. Le soldat, il est chez lui, avec des manettes comme les jeux vidéo, et en fait, il voit, il détecte le moindre mouvement, et il dirige la mitraillette qui va tirer dans les genoux des enfants qui manifestent. Voilà. Côté égyptien, comme je dis tout à l'heure, il y a la même chose, la route Philadelphie qui a été doublée en 2020 par un deuxième mur. Et juste, je rappelle, j'ai dit en fait que c'est aussi un blocus aérien, parce qu'il n'y a pas d'aéroport à Gaza. Il y en avait un autrefois pour permettre aux hélicoptères de l'autorité palestinienne de s'opposer, etc. Il a été complètement détruit par Israël également. Voilà, donc ça nous amène, ça explique peut-être pourquoi il y a eu aussi le 7 octobre 2023. Donc je te laisse François pour cette partie-là. Bon là c'est plus récent parce que vous connaissez bien sûr les faits. Ce qu'il faut comprendre, je crois, c'est que le 7 octobre, ça ne survient pas comme ça par hasard. Hein. C'est que depuis 75 ans, depuis la Nakba, finalement, depuis 48, eh bien, le peuple palestinien est opprimé, victime d'injustice, d'inégalité, de répression, de mise à l'écart. On y reviendra tout à l'heure avec la partie Hamas sur l'apartheid. Et il y a une explosion qui va se produire. Alors, le contexte, c'est aussi ce que j'ai parlé tout à l'heure des accords d'Abraham entre certains pays arabes et Israël qui veulent effacer la cause palestinienne, la référence à la Palestine. Et c'est dans ce contexte, en particulier, pour empêcher l'Arabie saoudite de signer les accords d'Abraham, parce qu'il était question qu'il y ait ce rapprochement entre l'Arabie saoudite et Israël, que survient l'attaque du Hamas, qui va faire, donc les chiffres sont là, hein, 1140 morts, donc 350 soldats. C'est affreux, quoi. Hein, évidemment, c'est l'horreur, cette attaque. Et ce sont des civils qui sont tués, il y a des exactions. On ne peut pas les cautionner et il faut les condamner. Absolument. Nous l'avons fait, nous, l'association France-Palestine Solidarité, nous avons condamné ces actes de terreur. Il faut le faire. En même temps, on ne s'arrête pas à ça. Hein. Et parce qu'il y a ceux qui disent tout provient, si on en est là aujourd'hui à Gaza, c'est à cause du 7 octobre. C'est pas vrai. Le 7 octobre, certes, c'est de l'horreur, mais en même temps, c'est un prétexte pour Israël pour amputer encore les territoires palestiniens et pour chasser les Palestiniens de leur territoire. Alors, la riposte israélienne, vous la connaissez, hein, c'est plus de 33 000 morts, Juliette l'a dit tout à l'heure, des dizaines de milliers de blessés, des destructions que l'on ne peut pas imaginer, d'hôpitaux, d'écoles, d'établissements qui servaient à la population, d'universités, parce qu'il y avait une université à Gaza, et puis c'est la famine qui s'installe, qui s'organise, les convois humanitaires ne peuvent pas rentrer, et c'est pour ça que la Cour internationale de justice parle à propos de Gaza de génocide, de risque génocidaire. Et nous on considère que depuis, parce que c'était en janvier que la CIJ a dit cela, que depuis, le génocide est en train de s'effectuer à Gaza. Les feuilles d'olivier, donc on voit que c'est aussi prégnant. Et là, toutes les parties qui s'entrecroisent comme ça, c'est le symbole des filets des pêcheurs. Donc ce dont parlait Youssef tout à l'heure au niveau de la pêche et de cette réduction du territoire maritime, c'est pas non plus, on le voit, c'est pas anecdotique. Les pêcheurs étaient, voilà, c'était un revenu économique important